Le ministère des Universités est en effet l'autorité de tutelle de l'Institut de France, ce qui veut dire en particulier que le personnel administratif de l'Institut se trouve sous la tutelle du ministère des Universités. Le président de la République a été accueilli par M. Missler, le secrétaire perpétuel de l'Académie. Il va entrer par la grande porte, la porte centrale, celle qui donne directement du quai Conti sur la coupole et qu'on ouvre du reste qu'en cette circonstance, lorsque le chef de l'État vient en visite ici. Alors nous allons voir ici un épisode dans quelques instants assez surprenant. Le chef de l'État va signer ce qui n'est pas un livre d'heures, mais qui est la feuille de présence dont je vous parlais tout à l'heure, que les membres de l'Institut ont signé tout à l'heure dans la bibliothèque. Il va lui aussi y apposer sa signature. Ces feuilles de présence sont conservées, comme vous l'imaginez, précieusement dans les archives de l'Institut. Elles sont conservées, elles ont été conservées pour l'Académie française depuis les origines, depuis la fondation, il y a donc plus de 300 ans. Vous avez aperçu les gardes républicains, les cavaliers de la garde républicaine qui sont devant la coupole. Le chef de l'État, vous apercevez Madame Giscard d'Estaing derrière lui. Voilà, le chef de l'État doit ici signer cette feuille de présence. Lui, je vous le précise, ne va pas toucher de rétribution, de jeton de présence pour cette séance. Il va maintenant venir s'installer avec Madame Giscard d'Estaing au centre de la coupole, devant la tribune d'où Marguerite Yourcenar va parler dans un instant. Elle va faire ce qu'on appelle son discours de remerciement. Je vous précise d'ailleurs tout de suite que ce discours de Marguerite Yourcenar, que nous allons entendre annoncé du reste par un huissier, ce discours, Marguerite Yourcenar a souhaité qu'à la télévision, il soit illustré par des photographies. 30 photographies que, bien sûr, elle a choisies elle-même. En haut de la tribune qui est au centre de votre écran, siège le bureau de l'Académie. Au centre, Jean d'Ormesson. La parole est à Madame Marguerite Yourcenar pour la lecture de son remerciement. Marguerite Yourcenar, comme elle a une petite entorse au protocole qu'on lui a accordé, en principe, elle devrait lire son discours debout et de sa place, et pour elle, on lui a accordé de s'asseoir à ce petit bureau. Messieurs, comme il convient, je commence par vous remercier de m'avoir, en heure sans précédent, accueilli parmi vous. Je n'insiste pas. Ils savent déjà tout cela sur la gratitude que je dois aux amis qui, dans votre compagnie, ont tenu à m'élire, sans que j'en eusse fait, comme l'usage m'y eût obligé la demande, mais en me contentant de dire que je ne découragerai pas leur effort. Ils savent combien je suis sensible au don de l'amitié, et plus sensible peut-être à cette occasion que jamais, puisque ces amis, pour la plupart, sont ceux de mes livres et ne m'avaient jamais, ou que très brièvement, rencontré dans la vie. D'autre part, j'ai trop le respect de la tradition, là où elle est encore vivante, puissante,
et, si j'ose dire, susceptibles, pour ne pas comprendre ceux qui résistent aux innovations, vers lesquelles les pousse ce qu'on appelle l'esprit du temps, qui n'est souvent, je le leur concède, que la mode du temps. Sainte ut sont, qu'ils demeurent tels qu'ils sont, est une formule qui se justifie par l'inquiétude qu'on ressent toujours en ne changeant qu'une seule pierre à un bel édifice debout depuis des siècles. Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi incertain et flottant, dont j'ai contesté moi-même l'existence et que je ne sens vraiment délimité que par quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici, tel qu'il est, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Toutefois, n'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d'un siècle que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. En d'autres termes, c'est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France tout ensemble une vocation et une profession pour quelques femmes. Et cet état de choses était trop nouveau peut-être pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Madame de Staël eût sans doute été inéligible de par son ascendance suisse et son mariage suédois. Elle se contentait d'être un des meilleurs esprits du siècle. George Sand eût fait scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions qui font d'elle une femme si admirablement femme. La personne, encore plus que l'écrivain, devançait son temps. Colette, elle-même, pensait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix. Et je ne puis qu'être de son avis, ne l'ayant pas fait moi-même. Mais remontons plus haut. Les femmes de l'Ancien Régime, reines des salons et plutôt des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil, et peut-être eussent-elles cru déchoir, en le faisant, de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois, et fréquemment ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie, coutume qui, m'assure-t-on, dure jusqu'à nos jours. Elles se souciaient fort peu d'être elles-mêmes candidates. On ne peut donc prétendre que dans cette société française, si imprégnée d'influence féminine, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui, volontiers, plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuite, et de ma part quasi involontaire, qui m'est fait. Je n'en ai que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir ce seuil. Messieurs, laissons cela. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour louer publiquement un mort. Quoi de plus beau dans un pays qui fut celui de Bossuet que d'axer la cérémonie d'une réception académique sur la mémoire du prédécesseur disparu. Cet hommage rendu par celui qui vient à celui qui partit dissipe comme un grand vent salubre toute bouffée de vanité de la part du nouveau venu et l'oblige à de sages retours sur soi-même. Marie-Thérèse d'Espagne, cette épouse assez terne du grand roi, mais chère, pour avoir dit à ceux qui lui parlaient de sa splendide entrée dans Paris, jeune épousée et jeune reine, que tels honneurs lui faisaient penser à ceux qui un jour l'attendaient à Saint-Denis.
le nouveau venu parmi vous ne peut que se tourner un instant vers le successeur inconnu, anonyme, qui aura un jour la tâche, peut-être à ses yeux la corvée, de célébrer à son tour un disparu. Naguère, dans un de mes livres, j'ai fait dire à un empereur, président à l'apothéose de son prédécesseur, qu'un éloge ne sied bien qu'aux morts. Vivons, la polémique nous poursuit, les justes ou injustes critiques, les justes ou injustes éloges. Mais les morts, lui faisais-je dire, ont droit à cette sorte d'intronisation dans la tombe avant les siècles de gloire et les millénaires d'oubli. Messieurs, à notre époque chancelante, nul n'est assuré de siècles de gloire, mais nous le sommes tous de millénaires d'oubli. Et personne, mieux que Roger Caillois, que nous célébrons aujourd'hui, n'eût approuvé cette allusion aux couches quasi géologiques du temps, aux particules d'une durée coulant incessamment comme du sable et s'amoncelant sur nous quand nous ne serons plus. Quant à moi, parmi les privilèges qui me sont échus, je n'en connais pas de plus haut que celui d'avoir à faire l'éloge d'un grand esprit. J'ai personnellement peu connu Caillois, si l'on peut appeler connaître quelqu'un que de lui avoir quelquefois serré la main et avoir partagé avec lui quelques repas. Mais j'ai fait mieux, j'ai lu ses livres. Toutefois, je tiens d'abord à acquitter envers l'homme une vieille dette de reconnaissance. Vers 1943, quand nous étions volontairement des exilés l'un et l'autre, lui sous la croix du Sud, moi, dans une île qu'illumine assez souvent l'aurore boréale, il voulut bien accepter un essai de moi pour la revue Les Lettres françaises, qu'avec l'appui de cette admirable protectrice des lettres, Victoria Ocampo, il dirigeait à Buenos Aires. À cette époque, où la voix de la France n'arrivait que rarement jusqu'à nous, ces minces cahiers nous apportaient une preuve rassurante de la vitalité de la culture française, venue certes d'un autre point du monde, mais n'en prouvant que mieux son don d'universalité. Peu importe ce qu'étaient ces quelques pages assez informes, qui plus tard m'ont servi de brouillon pour certaines parties d'autres livres. J'avoue même, en les relisant, m'étonner qu'un esprit doué d'une si parfaite rigueur les eût acceptés. Sans doute avait-il deviné dans cet essai un peu hâtif, consacré à l'influence de la tragédie grecque sur les littératures modernes, un peu de ce respect qu'il éprouvait pour tout ce qui touche à la transmission des mythes au cours de générations successives et aux grandes vérités sur la nature humaine que les poètes ont enrobées en eux. Quoi qu'il en soit, à une époque où nous n'étions guère rassurés sur la survie de la culture, le sommes-nous aujourd'hui, ni du reste sur notre propre avenir, un tel accueil était pour un jeune écrivain encore dépaysé aux États-Unis une grâce accordée et un service rendu. Cher Caillois, je saisis cette occasion de vous remercier en public. Et maintenant, regardons un grand esprit se former, s'exercer, parfois se contredire, devenir soi et finalement plus que soi. Ce n'est pas une biographie que j'esquisse ici, messieurs, mais prenons néanmoins un point de départ dans ce que Caillois lui-même eût reconnu comme une série infinie. Un enfant né près de Reims peu avant 1914, qui eut le privilège devenu rare d'une enfance paysanne, quelque peu retardé dans ses premières écoles du fait de la guerre et de l'immédiate après-guerre, qui longtemps joua dans les ruines, comme j'ai vu naguère encore jouer dans les ruines les enfants de Gdynia
qui fut Danzig. Si j'insiste sur cet enfant, c'est que rien, sauf cette chose encore imperceptible, le don, et les futurs hasards qui permettront le développement de ce don, ne le distingue encore des autres petits champenois jouant dans les ruines du guerre qu'il voyait comme lui de très loin, c'est-à-dire du fond de l'enfance. Rien non plus, dans ce rejeton d'une terre crayeuse, n'annonçait l'amant des pierres. Au lycée de Reims, ce don se manifeste, comme si souvent à cet âge, par la curiosité, l'audace d'un esprit qui, comme il l'a dit plus tard, n'aime pas ne pas comprendre. Donc, bien décidé à pousser le plus loin qu'il se peut sa quête, fût-elle dangereuse, et à rejeter tout ce qui lui paraît faire obstacle à celle-ci. Encore écolier, il participe au grand jeu. Messieurs, même à notre époque, où tout paraît public, éclairé par les lampes à arc de la publicité, ou crié par les amplificateurs des médias, les véritables influences demeurent souvent minoritaires, silencieuses, émanent d'un petit groupe de personnes encore inconnues et parfois, comme c'est le cas ici, très jeunes. Caillois rencontre au lycée 3 ou 4 camarades, dont l'un est René Daumal. Et le petit groupe s'organise en une sorte de société secrète de la connaissance. Non cogitat, puis non experitur, disait la sagesse alchimiste, et plus fortement encore, dans une expression grecque que je traduis de mon mieux, ne pas comprendre, mais subir. Les expérimentations de Daumal sont célèbres, en particulier celles des approches de la mort provoquée, qu'il a narrées lui-même. Des expériences de Caillois à l'époque du grand jeu, nous ignorons presque tout. Une seule, banale, mais essentielle, puisqu'il a pris la peine de nous la raconter, avait été faite dès l'enfance. C'est celle de Lillinx, du vertige, qui prendra sa place dans sa théorie du jeu. Ce qui surnage le plus de cette période formative, c'est une liste de livres sublimes, bons, médiocres ou même mauvais, lus hâtivement et qui déjà, les eût-ils plus longuement médités, l'eussent mené sur une route qui finalement sera la sienne et dont ils constituent les premiers jalons. Mais ce jeune Caillois, toute intelligence, déjà pareil à ces quartz aux arêtes aiguës qu'il allait aimer plus tard, n'a jamais pu supporter le flou et les bavures de l'émotion humaine au sein de la connaissance ésotérique, ou du moins de sa recherche, tels que ces bouts qui furent, avant leur splendide concrétion, les pierres. Le jeune homme intransigeant piétine des notions qu'il fera siennes plus tard, rejette par exemple le système paracelsien des signatures qui décèle dans les apparences extérieures l'unité de la matière et que par un biais bien personnel, il rejoindra par la suite. Ou encore, il reproche à Léonard ses rapprochements quasi obsessionnels entre les nuages et les chevelures de femmes, ces transformations de taches de lichen en visions oniriques, alors qu'une partie de sa vie se passera plus tard à poursuivre ces récurrences dérobées. Mais il est bon de ne pas découvrir trop tôt ce que sera un jour, pour nous, le centre des choses. Reste que bien vite, désolidarisé du grand jeu, Caillois, pas plus que Daumal, n'a cessé de gravir jusqu'au bout son monte analogue. Le surréalisme, sa seconde grande expérience, sera de même vite traversée. Et l'alliance avec Georges Bataille, esprit aigu et vif, mais sur tant de points différents du sien, durera encore moins longtemps. Mais le surréalisme l'a profondément marqué. On voit ce qui l'attire dans ce poétique tourbillon.
révolte contre des pratiques littéraires sclérosées, liées à une image conventionnelle du monde, sentiment en matière poétique et prosodique de revenir à l'état brûlant de la lave, rapprochement d'images insolites, brève conflagration, peut-être plus verbale que mentale, à la lueur desquelles Kaiwa a pu apercevoir déjà certaines diagonales bien cachées. Mais la rigueur obstinée qui le distingua toujours lui fait vite sentir la différence entre le fantastique littéraire, toujours si proche du factice, et l'étrange ou l'inexpliqué véritable. Cet homme de lettres, au sens fort du mot, s'est vite aperçu qu'un système poétique rompant avec la tradition, à l'aide d'images fracassantes et de phrases fracassées, battait en brèche certaines valeurs intellectuelles qui le lui importaient le plus. Il sait que le secret en matière de poésie n'a de valeur que s'il est gardé pour des raisons profondes et non pour mystifier le lecteur, et que la révolte contre l'évidence s'accompagne souvent d'une révolte contre la raison. À ce point, il prendrait presque à son compte la légende que Goya a placée sous l'un de ses dessins. Le sommeil de la raison produit les monstres. Le passage d'une évidence intérieure à une évidence interne qu'il cherchera toute sa vie ne se situait pas là, ou n'était figuré que par une fausse porte. Il ne s'agissait véritablement, dit-il, que d'une surenchère de définitions délirantes et ornées, dont le brillant faisait le mérite et dont on n'attendait rien d'autre qu'un éblouissement passager. Cet écrivain, vite dépris des modes, n'ignore pas que ce qui semble une révolte aux yeux de contemporains naïfs est en réalité une routine, et qu'à 3/4 de siècle de distance, les disciples des grands novateurs sont des épigones. Pour Voltaire, dit-il, la tragédie racinienne est un modèle. Pour Racine, c'est une aventure. La notion que toute poésie est un rite et se caractérise par des pratiques soigneusement et strictement observées s'imposa de bonne heure à lui, même si dans ses poèmes, il allait rester fidèle au vers libre. Le rappel d'un son, précise-t-il, en parlant de la rime, agit comme un signal qui jalonne une durée. La première ligne est une attente que la seconde vient combler. Le vers libre n'est que pure illusion d'optique et mensonge de l'imprimerie. Par définition, le vers libre, c'est le langage affranchi de régularité rythmique, donc la prose. L'homme qui codifiera les divers aspects du jeu sent que la poésie en est un, peut-être le plus grave de tous, et que le jeu se soumet nécessairement à des règles. L'emploi anarchique d'images vidées de tout contenu intellectuel ou même émotif ne l'inquiète pas moins que le bris des formes. Et voici, dit-il, que la poésie se distingue de la prose par une double dégradation. Après la rime, elle perd la raison. Un philosophe de Königsberg avait déjà parlé d'une colombe qui, agacée par la résistance de l'air, s'imagina qu'elle volerait mieux dans le vide. La même rigueur d'un esprit capable, non de penser à contre-courant, ce qui est relativement facile, mais de trouver les courants qui mènent à la mer libre, lui fait distinguer entre la sincérité et la vérité. Distinguo dont trop de littérateurs de nos jours n'ont pas su tenir compte. Elle lui inspire ses réfutations de ce qu'on pourrait appeler les sciences dogmatiques, alliance de mots, je l'avoue, paradoxale, mais qui définit, hélas, toute science, passant de la recherche désintéressée du vrai à l'obstuse assertion d'un dogme.
Le marxisme et le freudisme ont été l'objet de ces justes attaques parce que leur triomphe même a contribué à les pétrifier. Ils s'élèvent contre leur casuistique, analogue à celle de tous les théologiens de religions intransigeantes, tournant à leur profit les faits mêmes qui les ébranlent et les arguments qui les réfutent. C'est surtout dans l'explication du mythe que Caillois ne pouvait que se heurter à un certain freudisme intégral. Le besoin, dit-il, de transposer dans l'analyse des mythes un principe d'explication qu'il est déjà abusif d'étendre à toute psychologie, l'emploi mécanique et aveugle d'un symbolisme imbécile, l'ignorance totale des difficultés propres à la mythologie, l'insuffisance de la documentation facilitent tous les laissés-aller et aboutissent à des résultats auxquels on ne peut guère souhaiter qu'un éternel silence. Mais cette attaque est loin d'être une condamnation totale. Il ne faut pas tirer argument contre la doctrine des faiblesses de ses fidèles. Il reste que la psychanalyse a posé le problème dans toute son ampleur qu'en définissant les processus de transfert, de concentration et de surdétermination, elle a jeté les bases d'une logique valable de l'imagination affective. Il reste que par les notions de complexe, elle a mis sur pied une réalité psychologique profonde qui, dans le cas spécial des mythes, pourra avoir à jouer un rôle fondamental. Ces objections au marxisme s'adressent de même moins à une doctrine qui s'est inévitablement située à un certain moment de la sociologie et de l'histoire et dont les résultats sont incommensurables qu'à sa position présente de dogme monolithique. Chaque système, dit-il, est vrai par ce qu'il propose et faux par ce qu'il exclut. En d'autres termes, toute vérité est parcellaire et doit soigneusement être extraite de la gangue de notions confuses ou de la croûte de routine qui la recouvre encore ou déjà. Dans toute cette période de sa vie, Caillois s'applique à ce grande œuvre que Confucius eût appelée « corriger les dénominations ». De ce génie pour ordonnancer les données sort le plus beau livre de sa période de pur humanisme, Les jeux et les hommes. Œuvre d'ordre et de clarté, élucidant un sujet qui n'avait jusque-là produit qu'un seul travail de premier plan, celui de Xenga, et dont Georges Duménil, bon juge, a dit n'avoir jamais pu le trouver en défaut. Comme un temple à 4 colonnades, Caillois nous présente l'édifice du jeu sous ses 4 faces auxquelles il donne des noms. L'agone, compétitif sous tous ses aspects, qu'il s'agisse de l'athlétisme de l'ancienne Grèce, du joueur de football, dépensant le maximum de ses forces physiques, ou au contraire du joueur d'échecs, immobile devant ses cases noires et blanches. En fait, de tous les jeux dont décident la vigueur, l'agilité, l'endurance ou l'intelligence des concurrents, ou une combinaison de celles-ci, même lorsque l'homme joue seul et cherche à battre son propre record. L'aléa, roulette, loterie, dés, machines électroniques à sous, jeux de hasard sous toutes leurs formes, au cours desquels l'homme s'abandonne avec une passivité quasi religieuse à des forces qui ne régente pas et dont l'issue ne dépend pas de lui, sauf s'il viole les règles, c'est-à-dire s'il triche. La mimicrie, où Caillois range à la fois le carnaval, le théâtre, le masque et le travesti,
tous les bruyants, factices ou bizarres, mais toujours profonds divertissements, grâce auxquels, acteur ou spectateur, l'homme cesse d'être soi pour devenir autre, ou en acceptant qu'un autre le devienne. Ivrogne de Mardi Gras, homme panthère dans la brousse africaine, enfant déguisé en peau rouge ou jeune acteur élisabétain travesti en femme. Dans tous les cas, il s'agit de libérer, grâce à ce simple jeu d'apparence, une part cachée ou brimée de nous-mêmes. Enfin, quatrième forme de jeu, l'ilinx, le vertige. Celui des voladores mexicains s'élançant d'un mât, opérant une descente en spirale attachée à une corde, du parachutiste plongeant en plein ciel, de l'alpiniste défiant le vertige, mais perpétuellement menacé ou tenté, du badaud criant de peur avec joie dans les montagnes russes ou sur les roues d'une fête foraine, ou tout simplement de l'enfant qui regarde, hypnotisé, sa toupie qui tourne. Toutes les activités ludiques possibles prennent place dans la belle structure logique de cette œuvre. Mais quelque chose me suggère que ce livre axial est en même temps une plaque tournante. Caillois y inscrit déjà ses diagonales qu'il allait en tous sens renfoncer plus tard. L'agon a beau être une lutte dont l'intelligence ou la force décide, l'aléa s'y mêle par mille impondérables qui échappent aux prévisions humaines. L'aléa et l'agon, tous deux, côtoient le vertige, que ce soit celui du sportif outrepassant ses forces ou du joueur sentant venir une ruine qui dépassera la durée du jeu. Le matador tient du danseur de ballet et de l'acteur de drame sacré, qui tourne parfois pour l'homme et toujours pour la bête en tragédie véritable. Toute compétition sportive a ses aspects de parade. L'athlète qui se sent le représentant d'un groupe ou d'une patrie passe de l'état d'individu à celui d'étendard humain. Le joueur d'échecs, occupé, semble-t-il, de problèmes abstraits, opère en soi cette métamorphose qui consiste à être pour un temps son propre adversaire, afin de mieux prévoir les coups qu'il aura à parer et les dilemmes qu'il lui faudra résoudre. Le plastron de l'escrimeur, la grille du joueur de kendo, le costume rembourré du joueur de football américain, si fonctionnel qu'il soit, rentre dans la catégorie du costume. Le joueur de poker, presque autant que le sorcier de la brousse, porte un masque pour intimider l'adversaire. Mieux encore, l'homme qui écrira Bellone ou La pente de la guerre sait combien le jeu se confond avec la guerre. L'auteur de Médise et compagnie sait que le goût de l'ivresse et celui du déguisement nous est commun avec d'autres espèces animales. Le sociologue qui écrivit L'homme et le sacré n'ignore pas que tout jeu comporte un rite. Écrivit L'homme et le sacré n'ignore pas que tout jeu comporte un rite. La différence entre le jeu et les activités utiles, si importante au départ, semble parfois tomber d'elle-même. Dans le cas d'un échiquier, le jeu d'échecs et l'humble jeu de loi deviennent le symbole d'on ne sait quoi qui englobe et dépasse toute vie. Comme l'échiquier lui-même, dit-il, la partie peut avoir ni commencement ni fin. Il est clair qu'un être dont l'existence est brève ne peut intervenir que dans un temps dérisoire par rapport à celui que nécessite l'affrontement d'un très grand nombre de pièces sur un quadrillage immense. Chaque joueur hérite d'une situation donnée, mène à bien ou fait échouer
des combinaisons dont il n'a pas le temps d'informer son successeur, qui, le plus souvent, ne tient pas compte de ses directions. Dans le jeu d'oie infini, où ne manque ni le puits, ni la prison, ni les étapes fécondes, il n'est pas le joueur, ou même le dé, mais une marque promenée de case en case, parmi d'autres emblèmes réitérés. Ébloui ou illuminé, il essaie d'entendre, parfois d'étendre, les règles d'un jeu où il n'a pas demandé de prendre part et qu'il ne lui est pas permis d'abandonner. Si Kaiwa n'était pas en garde contre toute métaphysique, on trouverait dans ce passage une image de la vie, non pas absurde au sens que donne à ce mot l'existentialisme, mais tel que l'ont vu certains philosophes hindous, comme un jeu qui nous manipule pour des raisons et à des fins inconnues, ou plutôt sans raison et sans but, une lila divine. La logique classificatrice a peu à peu mené à une vision qui fait exploser toute définition. Contrairement à les jeux et les hommes, dont Kaiwa semble avoir tiré les conséquences profondes par la suite, l'incertitude qui vient des rêves se situe d'emblée en un domaine où la lucidité frôle le vertige. Tout d'abord, peut-être, est-il permis à quelqu'un qui s'est beaucoup penché durant sa vie sur le monde fuyant des songes de faire observer que cet ouvrage n'est pas à proprement parler un livre sur le rêve. Kaiwa se sert de l'onirique pour reposer l'éternelle question: comment distinguer entre la vie diurne, supposée réelle, et l'inane vie nocturne des songes? Cette question, Descartes se l'était posée et n'avait pu y répondre que par un acte de foi en Dieu qui ne peut pas vouloir nous induire en erreur. Privé de ce recours, Kaiwa poursuit seul l'investigation amorcée par un grand esprit dont le nom rassure le lecteur, surtout le lecteur qui ne l'a pas lu, parce qu'une légende de type scolaire fait de Descartes l'incarnation même d'une logique supposée française, alors que cet homme de génie a su lui aussi ce que c'était que le vertige de l'inconnaissance et a été lui aussi un porteur de masques. En fait, nous croyons tous sentir que la vie diurne a une continuité que le rêve n'a pas. D'autre part, la certitude, erronée ou non, d'être plusieurs à la vivre nous rassure contre l'angoisse qu'il pourrait aussi ne s'agir que d'un songe. Mais ces arrangements ne tiennent pas pour un esprit sorti des routines. Kaiwa concède même qu'en un sens le rêve est plus réel que la vie parce que foyer de forces cachées. De même que dans le cas d'un échiquier, il semble parfois postuler que nous sommes joués, l'incertitude qui vient des rêves semble mener à l'hypothèse d'on ne sait quoi d'immense par lequel nous sommes rêvés. Nous l'avons vu, Kaiwa a longtemps considéré la logique comme l'arme absolue de la raison humaine. C'est la position de l'humaniste. C'est aussi, on l'oublie trop, celle de Pascal, accordant à son roseau pensant le privilège de juger l'univers qui l'écrase au moment même où il en est écrasé. Cette position humaniste sera peu à peu supplantée chez Kaiwa par ce que j'ai essayé de définir à propos d'un autre grand écrivain moderne, Thomas Mann, comme l'humanisme qui passe par l'abîme. Dans une œuvre de sa jeune maturité, prenant parti contre une littérature qui, par goût d'étonner,
s'associait au désordre et à l'informe, Caillois notait « Quand Rimbaud écrit « Je fixais des délires », c'est fixer qui définit la tâche du poète. Jusqu'au bout, il restera fidèle à cette formule, et cela d'autant plus que les objets que fixeront non ses délires, mais ses méditations, seront les plus concrets, les plus immobiles que nous offre le paysage terrestre, sur laquelle il concentrera sa vision comme de plus banal voyant sur une boule de cristal, les pierres. Mais l'intelligence est désormais devenue cette partie aimantée d'elle-même qui palpe en aveugle. Il s'agit de la sortir de ses propres routines, de lui apprendre, en recourant à des facultés qui d'ordinaire dorment inemployées, à voir et à sentir autre chose que nos habituelles données humaines. Patagonie, court chef-d'œuvre, me semble la ligne de partage des eaux. Les années de la Seconde Guerre mondiale et celles qui l'ont immédiatement précédée ou suivie ont opéré pour certains d'entre nous une sorte de reconversion. Durant la trouble avant-guerre, en présence de forces du mal de plus en plus déchaînées, il semblait à un esprit comme celui de Caillois que la prise de parti en faveur de la raison s'imposait. Il fait même, oserait-on dire, une sorte de pétition de principe au profit de l'intelligence et de l'énergie humaine, de ce qui construit plutôt que de ce qui détruit, sans réexaminer, contrairement à sa méthode, si les éléments d'irrationnel et de désordre n'ont pas, eux aussi, leur raison d'être et leur vertu, qu'il entreverra, non sans frémissement, plus tard. Mais l'exil, surtout dans un pays situé à d'immenses distances, et plus encore l'exil hors des idées reçues, ont d'étranges pouvoirs. Patagonie évoquait, sous la dureté nette et pure d'un ciel austral, ces grands pays muets qui ne doivent encore rien à l'effort de l'homme et ne sont pas non plus salis par lui. Paysage fossile d'un monde qui semble exister sans vivre, réserve anachronique d'espaces grands ouverts. Néanmoins, les quelques pages consacrées au Saint-Exupéry du Courrier Sud remettaient fortement l'accent sur le courage humain. Dans un court essai composé nombre d'années plus tard, après une seconde visite en Patagonie, le même acte de confiance se retrouve, ou tout au moins, l'espoir que l'homme saura mettre bon ordre au moment voulu, au désordre qu'il a lui-même créé. Mais déjà, et Caillois l'a dit lui-même, une fêlure s'était faite et secrètement agrandie en lui. Sans me comparer le moins du monde à ce grand esprit, j'ai connu vers la même époque quelque chose de la même scission. Ces années furent celles où, cherchant dans le passé un modèle resté imitable, j'imaginais comme encore possible l'existence d'un homme capable de stabiliser la Terre, donc d'une intelligence humaine portée à son plus haut point d'efficacité. Mais c'est aussi le moment où je commençais à fréquenter le monde non humain ou préhumain, des bêtes, des bois et des eaux, de la mer non polluée et des forêts non encore jetées bas ou défoliées par nous. En d'autres termes, que je prêtais à l'empereur Adrien lui-même, mon allégeance commençait à passer du nageur à la vague. Cette évolution m'aide à situer le moment où, chez Caillois, le grand flot cosmique a tout roulé, ou plutôt tout soulevé. J'ai peu à peu cessé, dit-il, de considérer l'homme comme extérieur à la nature et comme sa finalité.
Je me demande, poursuit-il, s'il n'y a pas des cas où la lucidité est achetée trop cher. À vrai dire, l'idée continue à me paraître presque sacrilège. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut apprendre à composer la lucidité avec autre chose, qu'elle ne comporte pas nécessairement et qui même la contrarie. J'ai conscience de cette nouvelle exigence comme d'une apostasie commençante dont j'ignore encore si elle est résignation ou conquête. Elle était conquête. Loin de déprécier l'humain, comme il l'a dit, il le retrouvait le long d'une échelle qui va des molécules aux astres. Parce qu'il disait constater dans tout l'univers la présence d'une quasi-conscience analogue à la nôtre, on a parlé d'anthropomorphisme. Caillois lui-même a passionnément argué qu'il exaltait au contraire un anthropomorphisme à rebours, dans lequel l'homme, loin de prêter avec condescendance ses propres émotions au reste des êtres vivants, participe avec humilité, peut-être aussi avec orgueil, à tout ce qui est inclus ou infus dans les trois règnes. Il s'était passé ensemble pour ce grand esprit l'équivalent de la révolution copernicienne. L'homme n'était plus au centre de l'univers, sauf pourtant que ce centre est partout. Il faisait partie, comme le reste, de l'engrenage des roues qui tournent. De bonne heure, entré dans les laboratoires interdits, Caillois s'était appliqué à l'étude des diagonales qui relient entre elles les espèces, des récurrences qui servent de matrice aux formes. Ses études sur la pieuvre et la montre religieuse lui avaient démontré le rapport entre l'être situé au plus profond du gouffre animal et les fantasmes ou les désirs de l'abîme humain. Dans Méduse et compagnie, autre chef-d'œuvre, il avait médité sur l'imagination de l'insecte, dans ses transformations somptuaires ou terrifiantes, masques de parade ou de combat, ornements nuptiaux ou panoplies d'hypnose, qui tous ne sont pas à fins utilitaires, mais témoigneraient d'un besoin quasi conscient de changement et d'élaboration. L'une des hypothèses de travail de la science moderne, à savoir que la nature agit toujours avec la plus grande économie de moyens possible et dans les plus pratiques des buts, avait fini par lui paraître inacceptable. La nature n'est pas avare. Il était devenu sensible à son aspect de fête et de débordement superflu, à l'élément de jeu et d'esthétique, inconsciente ou non, inhérent à chaque parcelle de matière et dont notre esthétique ne serait qu'une manifestation parmi d'autres, souvent faussée par la conscience trop grande que nous avons d'elle. Déjà, à l'époque où seul l'humain l'intéressait, Caillois avait pris position avec une force peu commune contre ceux qui portent au nu certaines réussites esthétiques et négligent ou dénigrent d'autres productions plus grossières. Il avait dit, et l'argument me semble très fort, que la plus grande musique, la plus grande littérature ou la plus grande peinture lui paraissait factice et dénuée d'intérêt. Si une traînée secrète ne relie pas Mozart au moindre flonflon de village, Guerre et paix au pire roman feuilleton et Velasquez au calendrier de la cuisine. Il s'agit toujours, à des degrés divers de talent ou de génie, d'extérioriser le fond humain. Désormais, cette même argumentation s'applique chez Caillois au tout. Les diaprures des ailes de papillon
ne lui semble pas différer des taches jetées par un peintre non représentatif. Les coupes faites dans les blocs par les marbriers de la Renaissance évoquent des paysages tracés de mains humaines. Mieux encore, la photographie en couleur lui prouve que la nature compose, comme l'eût fait un peintre. Vues audacieuses, certes, et pourtant quiconque a rêvé devant le délicat tissage des écumes végétales sur la surface des mares, ou admirer les exquises variations des feuilles mortes juxtaposées à terre par le vent, n'ignore pas que de tels agencements égalent ou surpassent en perfection nos arrangements humains. De même, l'asymétrie et la symétrie déterminent à elles deux non seulement les formes façonnées par l'homme, mais aussi la torsion des branches et les striures des pierres. Par-delà le domaine esthétique lui-même, des poussées d'énergie travaillent toute matière. Une sorte de réflexe, dit-il, pousse le savant à tenir pour sacrilège la comparaison entre les cicatrisations des tissus vivants et celles des minéraux. Toujours est-il qu'un travail intense rétablit la régularité dans le minéral comme dans l'animal. Je sais l'abîme qui sépare la matière inerte et la matière vivante, mais j'imagine aussi que l'une et l'autre pourraient présenter des propriétés communes. Je n'ignore pas qu'une nébuleuse qui comporte des millions de mondes et la coquille sécrétée par quelques mollusques marins défie la moindre tentative de comparaison. Pourtant, je les vois toutes deux soumises à la même loi du développement spiral. C'est aussi la loi qui préside à la torsion des colonnes byzantines et aux spirales de bronze du baldaquin de Saint-Pierre. L'argument dispose une fois pour toutes du sordide point de vue qui fait de l'art un luxe inutile. L'aventure esthétique de l'homme, vue dans de telles perspectives, apparaît non diminuée, mais sacralisée. Et cependant, avouons-le, non seulement dans ses dernières œuvres, mais dès ses productions plus anciennes, se décèle chez Caillois une sorte d'indifférence à l'humain. Son adhésion à l'aventure de l'homme avait certes été aussi totale que possible, mais on trouve rarement dans son œuvre publiée l'expression de la curiosité ou de l'amour à l'égard des individus ou des êtres. Ce manque d'intérêt apparent ou réel explique peut-être son dédain du roman, miroir des émotions humaines auxquelles il préférait la poésie, qui dans ses meilleurs moments dépersonnalise. Il semble même que cette indifférence s'étendit chez lui au règne animal, sauf à l'insecte, anatomiquement très éloigné de notre espèce, ou à des créatures devenues traditionnellement des réceptacles d'épouvante, comme la pieuvre. L'animal au sang chaud, notre frère, n'a guère préoccupé Caillois, et pas davantage le poisson, parent déjà plus éloigné, mais que nous apercevons néanmoins arraché à ses abîmes sous la forme d'un agonisant pareil à l'agonisant humain. L'arbre ne l'aime guère, en dépit des dragonniers quasi fossiles qu'il est allé voir, comme je le fis moi-même, au jardin botanique d'Orotava. Il l'aime surtout incorruptible, transformé par des millions de siècles, durant lequel tout ce qui a été sucre, sève et délicate fibre végétale s'est transmué ou coulé en ambre, en agate ou en opale, durée d'une endurance minérale quasi éternelle. Toutefois, nos routines seules nous empêchent de constater que Caillois continue toujours à s'intéresser à l'homme. Sa démarche nous rappelle, à nous qui avons si souvent ennuyé un médecin de nos maladroites descriptions de symptômes, de nos gauches explications psychosomatiques, qui d'ailleurs ont leur prix,
celle du grand spécialiste consultant ses radiographies et ses résultats d'analyse chimique et s'efforçant de nous faire comprendre que les maux qui nous rongent, la mort qui nous menace et la vie qui nous anime se situent par-delà leurs signes physiologiques, régis qu'ils sont par des combinaisons chimiques qui se passent à 1000 lieues de notre conscience et même de nos sens. Ces combinaisons, ces convulsions et ces effritements, plus immémoriaux seulement que les nôtres, Kaiwa les retrouve dans les pierres. Le voici donc parvenu, et ce n'est pas son timidité qu'il l'avoue, à une mystique de la matière. Je crois sentir dans cette timidité l'effet de deux états d'esprit fréquents chez l'intellectuel de type rationaliste et peut-être surtout en France. L'un, une crainte presque superstitieuse du mot mystique, comme si ce mot signifiait autre chose qu'adepte de doctrines plus ou moins secrètes ou chercheur de choses plus ou moins cachées. Et pourtant, nous savons tous que toute pensée profonde reste en partie secrète, faute de mots pour l'exprimer, et que toute chose nous demeure en partie cachée. Le second de ces deux états n'est autre qu'un dédain du mot matière, celle-ci étant trop souvent considérée comme la substance à l'état brut, placée aux antipodes de l'âme, non seulement, comme on le croit trop, par la pensée chrétienne, mais encore par Platon ou Aristote eux-mêmes. J'aurais aimé lui rappeler, mais à coup sûr il ne l'oubliait pas, que les présocratiques l'avaient précédé sur sa route, ou encore que de l'autre côté de la planète, Chuang Tzu l'eût loué d'avoir passé de l'intelligence qui discrimine, et nul ne discriminait mieux que lui, à l'intelligence qui englobe. David de Dinan, brûlé aux Halles au XIIe siècle et loué par Giordano Bruno, autre brûlé, d'avoir élevé la matière à la dignité d'une chose divine. Le Corpus Hermeticum conseille d'entendre la grande voix des choses. Mais c'est surtout lorsque nous approchons de ce qui allait être pour Kaiwa le suprême objet d'étude, c'est-à-dire les pierres, que de lointaines harmoniques répondent à ces derniers livres. Le symbolisme alchimique compare la pierre au corps humain, qui, si instable qu'il soit, comme l'est d'ailleurs, vu à travers des durées infiniment plus longues, la pierre elle-même, constitue néanmoins un fixe, comparé aux éléments psychiques plus fluides et plus instables encore. Il n'est donc pas étonnant que l'alchimie ait choisi, de préférence à l'or, qui n'est que matière transmuée, la pierre philosophale, pour symbole de la transmutation. Mais écoutons d'autres grandes voix. Songeons d'abord au Jésus des évangiles apocryphes. Romps le bois et je suis dans l'aubier. Soulève la pierre et je suis là. Pensons, plus explicite encore, à l'un des plus grands mystiques de la chrétienté médiévale, Maître Eckhart. La pierre est Dieu, mais elle ne sait pas qu'elle l'est. Et c'est le fait de ne pas le savoir qui la détermine en tant que pierre. Souvenons-nous de Piranèse, qui semble parfois, bien plus que le monument antique qu'il gravait, chérir le bloc lui-même, la pierre délitée par le temps, dévorée par la végétation, ignorant des grands petits événements humains qui l'ont marquée ou qui se sont succédés autour d'elle. Tournons-nous vers Goethe, si appliqué à l'étude des pierres qu'une variété de gemmes porte son nom, la goethite. Et l'on rêve, souhaitant pour Kaiwa un honneur semblable, une nomenclature où figurerait
la cailloise. À Goethe vieillissant, qui, paraît-il, se plaisait à dire « Laissez le vieil homme jouer avec les pierres ». Pensons, à propos de l'auteur de Le mythe et l'homme et le sacré, à l'antique Mithra, Dieu né du rocher, à ce que m'assure une des meilleures amies de Dag Agmartiöl, cet homme d'État qui fut non seulement l'admirateur de Saint John Perse, poète également cher à Kaiwa, mais aussi un des poignants mystiques de notre temps, aurait fait établir dans le bâtiment new-yorkais des Nations Unies un oratoire contenant un seul objet, une masse de minerai de fer encore dans son état géologique, gisement et veine au sein de la roche originelle. Dag Agmartiöl, cet homme harcelé par les conflits de l'ère de l'acier et de l'arme atomique, venait chercher un peu de silence et de sérénité devant le bloc immémorial, plus ancien que les usages qu'on a fait de lui et encore innocent. Sans comparer le moins du monde ces deux hommes, dont l'un jusqu'au bout dialogua avec Dieu, tandis que l'autre se concentrait sur l'immanence cachée au fond des choses, le lecteur de Pierres réfléchies, de récurrences dérobées et surtout du fleuve Alcée ne peut douter que Roger Caillois, comme tant d'autres, n'ait ressenti une grande lassitude en présence des bouleversements quasi planétaires provoqués par nous. Le cas de l'homme est anormal, donc précaire. L'avenir est sombre. À force de savoir et de génie, l'homme a obtenu de puiser l'énergie au noyau des particules fondamentales, où gisent les réserves profondes. Il n'est pas invraisemblable qu'une réaction en chaîne, mal contrôlée ou qu'on ne savait pas imprudente, en libère une quantité excessive qui volatilise toute matière. Les voies croisées de la chance et de la nécessité ont présidé à son prodigieux destin. Elles indiquent également que le miracle peut avoir lieu tout aussi bien en sens contraire et restituera la vie à l'inertie impassible d'où un bonheur statistique la fit surgir. En présence de cette humanité plus que jamais éphémère, en présence de ce monde animal et végétal dont nous accélérons la perte, l'émotion et la dévotion de Caillois se refusent. Il cherche une substance plus durable, un objet pur. Il le trouve dans le peuple des pierres, le miroir obscur de l'obsidienne, vitrifié voici des milliers de siècles à des températures que nous ne connaissons plus, le diamant, qui encore enfoui sous la terre porte en soi toute la virtualité de ses feux à venir, la fugacité du mercure, le cristal, donnant à l'avance des leçons à l'homme, en accueillant en soi les impuretés qui mettent en péril sa transparence et la rectitude de ses axes, et en poursuivant, malgré elle, sa limpide croissance. Le cristal, dont les prismes, Caillois nous le rappelle en une formule admirable, pas plus que les âmes ne projettent des ombres. Mieux encore, par-delà l'esthétique, il retrouve en elle l'histoire. Ces fusions, ces pressions, ces empreintes de la matière sur la matière ont laissé au-dedans et à l'intérieur des traces qui parfois ressemblent à une écriture et qui, en effet, transcrivent des événements des millions d'années antérieurs aux nôtres. Il existe, dit-il, d'impossibles grimoires naturels que n'ont écrits ni les hommes ni les démons, et qui semblent préfigurer la passion qu'a l'homme de signifier et de mémorialiser jusqu'au bout. Dans les archives de la géologie étaient déjà présents, dit-il, disponibles pour des opérations inconcevables, le modèle de ce qui sera un jour un alphabet.
Cet alphabet inconscient, dont personne mieux que lui ne sait qu'une distance incommensurable le sépare de nos lettres produites par le mouvement du poignet, lui-même esclave de muscles, de tendons et de neurones, n'en est pas moins, pour ainsi dire, une ébauche de chronique des pierres. Caillois a dit lui-même qu'il avait fini par passer des concepts à l'objet, à force d'attention soutenue, presque lassante. Il remonte de l'objet dur, arrêté, ayant acquis son poids et sa densité propre, résultat d'un tâtonnement millénaire, vers un univers où la pierre qu'il soupèse a été boue, sédiment ou lave. Roger Caillois, dans son seul récit romanesque, Ponce Pilate, qui est un surprenant poème, montre 2000 ans de notre histoire, rêvée durant l'espace d'un soir. Et du fait d'une chance qui aurait pu se produire, ne s'actualisant jamais ou s'actualisant autrement. Il a senti plus fortement encore que l'obscure histoire de la planète consistait en changements violents ou longs, en récurrence, en métamorphose, en coups de force, en occasions manquées ou en réussite inexplicable. Le destin des pierres comme le nôtre est situé à l'entrecroisement de lignes trop imprévues pour être mesurables et que nous désignons gauchement du nom de chance, de hasard ou de fatalité. Une telle méditation est une ascèse. Son premier résultat est l'humilité. Elle oblige l'homme de science à s'interroger sur les vertus qu'il a faites siennes, comme Caillois son obstinée rigueur. Dans le fleuve Alcée, il constate que le vertige, certains d'entre nous eussent dit l'extase, classifié d'abord par lui comme une forme de jeu, est un besoin fondamental de l'être. Il s'étonne qu'on n'accorde pas à cet instinct une place plus grande dans la discussion du comportement humain, alors qu'on fait à l'instinct sexuel ou à la lutte de classe une part si considérable. Il manque quelque chose, nous dit-il, à l'homme qui ne s'est jamais senti éperdu. Mais se sentir éperdu, c'est sortir de ce qu'on est ou de ce que les autres croient que nous sommes. Il s'aperçoit aussi que comme le mythologique fleuve Alcée, venu d'Olympie et coulant sous la mer pour émerger à Syracuse, quelque chose d'inexplicable existe en nous au départ et se retrouve à la fin, après une longue éclipse, en dépit des circonstances qui nous ont enrichis, mais aussi adultérés. Parmi ces expériences qu'il juge maintenant de l'autre rivage, il y a celle des livres. L'homme de science, l'admirable et diligent fondateur de cette grande revue internationale d'anthropologie, Diogène, qu'il n'a pas cessé d'animer jusqu'à son dernier jour, déclare ne pas croire qu'un mot de plus de 4 syllabes soit jamais nécessaire pour désigner une notion importante. De nos jours, c'est jeter bas bien de triomphants clichés. L'écrivain si sévère envers soi-même que très jeune, à l'âge où une publication compte, il avait déchiré un article prêt à paraître dans la plus importante revue du temps, parce qu'il ne lui paraissait pas répondre tout à fait aux exigences de sa pensée, en vient à se dire que ce que l'on peut écrire dépend de tout, sauf de soi. L'homme qui souhaitait apporter au trésor commun, à force de décence et de rigueur, et la chance aidant, une minuscule paillette, continue d'y travailler. Mais en présence de la disparition fatale et peut-être prochaine de l'espèce, il se sent, nous dit-il, réconcilié avec l'écriture du moment où il a pris conscience qu'il écrit en pure perte. Autrement dit, tout effort est vain, mais tout effort correspond à une nécessité essentielle de l'être. Il se trompait sur un point. Il n'a pas écrit en pure perte.
Et certes, le temps alloué à ces livres est peu de choses au prix des durées vertigineuses dans lesquelles son esprit plongeait. Peu de choses auprès de ce grand silence minéral qu'il aimait et dans lequel il est entré désormais. En ce moment, néanmoins, ces émanations nous touchent encore. Il arrive même qu'elles nous enveloppent. Durant ces mois pendant lesquels j'ai su que j'aurais l'écrasant honneur de vous parler de lui, j'ai souvent senti sa présence quand il m'est advenu de regarder ou de manier des pierres. Je pense à une promenade au soleil couchant, de regarder ou de manier des pierres. Je pense à une promenade au soleil couchant, sur une plage isolée de l'île des Monts Déserts, où il s'était rendu naguère, m'a-t-on dit, malheureusement en absence, pour examiner une collection de gemmes originaires de cette région. L'ami qui m'accompagnait et moi-même, nous étions venus pour y voir des phoques. Mais la marée était beaucoup trop basse, si basse qu'elle découvrait d'innombrables rocs sous-marins, encore loin, semblait-il, par la mer, qui depuis quelques heures les avait quittés, chevelures d'algues sur lesquelles glissaient ou s'éployaient, comme des tresses de noyer, de légende, des touffes d'herbes encore ruisselantes. Rocs ignés ou plutoniens, datant de millénaires où l'eau, l'air et le feu régnaient seuls dans un monde d'avant l'homme, à un moment où l'élémentaire commençait d'exister. Rocs sédimentaires ou composites, témoins d'un long brassage qui dure encore. L'ocre, le fer, le sulfate de cuivre ou le chrome avaient différemment teinté ce peuple de pierres. Le granit, comme toujours, régnait sur ses rivages. Je vois encore un granit gris, strié de basalte comme de veines noires, et un autre gris aussi, mais fourré d'un magma rose débordant de partout, espèce de pâtisserie millénaire. Une étrange chaleur montait de ces pierres, après quelques heures passées au soleil, une tiédeur à peine différente de celle des éphémères mains humaines qui un instant se posaient sur elles. J'ai pensé à Kiowa tout récemment, dans le cercle de pierres levées de Keswick en Cumberland, où je fis ce geste qui consiste à appliquer l'oreille, la joue et la paume sur la roche, pour tenter de saisir la vibration des pierres. Non pas l'écho des voix du néolithique, déjà si voisines des nôtres, dans ce lieu où de préhistoriques disparus ont certainement parlé et prié. Rien que le son inouï du roc, la sourde vibration qui dure depuis des âges que nous ne chiffrons même pas. Je ne dirai pas, notion que pourtant j'accepte à demi, que son fantôme était proche. Quiconque a foi en la communion des esprits n'a que faire de fantôme. Son nom, tout au plus, fut peut-être prononcé, petit bruit de souffle qui si vite expire sur nos lèvres. Mais je me disais que cet homme dont j'allais avoir à parler devant vous, non pas n'était plus, car tout ce qui est dure encore, tout ce qui fut dure encore, mais se trouvait rentré dans son royaume. Il était allé jusqu'au bout de l'acquiescement profond, qu'à l'en croire, vivant, il avait déjà donné. Il n'avait plus besoin de s'interroger, ni de penser. Comme le dit si bien un personnage de Ionesco dans Le roi se meurt, il n'avait plus besoin de respirer. Les minéraux qui le composaient appartenaient de nouveau à ce sol dont sont nés les beaux objets qu'il ne se lassait pas d'aimer. Mais il nous avait laissé son exemple, celui d'un homme qui, disait-il, essayait de se diriger dans le sens des choses. Cher Kiowa, il m'arrivera encore de penser à vous en m'efforçant d'écouter les pierres.
chaleureux applaudissements sous la coupole de toute l'assistance à cet éloge de Roger Caillois par Marguerite Yourcenar. Dont vous voyez qu'elle fait aujourd'hui l'unanimité parmi ses pairs. Dans un instant, nous allons entendre le discours de Jean d'Ormesson, discours d'accueil à Marguerite Yourcenar. Messieurs, dans un monde qui change plus vite et plus radicalement qu'il ne l'a jamais fait depuis ses lointaines origines, les quelques 350 ans qui nous séparent de la création de cette maison par le cardinal de Richelieu constituent une longue chaîne de souvenirs et de coutumes. Des erreurs et des omissions s'y mêlent à des talents durables et au génie le plus éclatant, le savoir, l'imagination, la vanité ou la gloire, le style, le pouvoir, l'amour de la science et des lettres s'y habille de fidélité, l'avenir s'y nourrit de passé, c'est ce qu'on appelle la tradition. S'il y a un endroit de notre univers bouleversé par le progrès des techniques et par le mouvement des esprits, où la tradition survit avec une splendeur surprenante, c'est bien celui, messieurs, qui nous réunit aujourd'hui. Et parce que le changement, la nouveauté, le progrès lui-même, oui, le progrès, porteur de tant de menaces à côté de tant de promesses, risque de faire du futur quelque chose de sombre, d'inquiétant, d'aussi cruel que le passé ou peut-être encore bien plus, il y a de l'espoir pour la tradition, à deux conditions: qu'au-delà des tentations, des lassitudes et des compromissions, elle sache rester fidèle à elle-même, et qu'au-delà des routines et des mesquineries, elle sache s'ouvrir à tout ce qu'il y a dans le temps qui passe, d'aspiration à plus de vérité et à plus de justice. L'avenir sans le passé est aveugle. Le passé sans l'avenir est stérile. Il n'y a pas de grand projet qui ne soit d'abord fidélité, et il n'y a pas de grand souvenir qui ne soit en même temps une promesse. Un mot de Michel-Ange m'a toujours paru admirable: Dieu a donné une sœur au souvenir et il l'a appelée l'espérance. Le souvenir de ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus parmi nous, le souvenir de la beauté que nous a légué le passé, le souvenir de tous ceux qui nous ont permis d'être ce que nous sommes. Un monde sans souvenir serait la platitude et l'ennui même, ne serait-ce que parce qu'il n'y aurait plus rien à combattre ni à incliner. Voyez quelle nostalgie éveille au cœur des foules tout ce qui évoque les coutumes ancestrales, les langages du terroir, les rites de la communauté, tout ce qui tranche enfin sur la morne grisaille de ce que l'un des nôtres, Jean Cocteau, appelait si joliment l'espéranto visuel. Renoncer à ces traditions, c'est accepter de devenir dans le temps ce que sont dans l'espace les personnes déplacées, c'est tomber dans la condition désastreuse de réfugiés de l'histoire. Car, nous dit un écrivain qu'admirait Roger Caillois, Antoine de Saint-Exupéry, les rites sont dans le temps, ce que la demeure est dans l'espace. Et je ne connais rien au monde qui ne soit d'abord cérémonial, car tu n'as rien à attendre d'une cathédrale sans architecte, d'une année sans fête, ni d'une patrie sans coutume. Il y a pourtant quelque chose de plus fort que la tradition, c'est la vie et son mouvement. Pourquoi les héros de romans passent-ils leur temps à se révolter? Pour la même raison qui oblige les grands hommes à faire bouger l'histoire.
À la splendeur du souvenir et de la fidélité répond l'ardeur de l'annonce, de l'attente, de la promesse. L'histoire est une continuité, elle est aussi une impatience. Elle regarde vers demain comme elle regarde vers hier. Tournée vers l'avenir autant que vers le passé, les traditions, comme les femmes, sont faites pour être à la fois respectées et bousculées. Elles sont faites pour que le souvenir ne soit que la préface de l'espérance. Chacun connaît la formule célèbre « La tradition est un progrès qui a réussi ». La plus haute tâche de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit et de permettre au progrès de surgir de la tradition comme la tradition a surgi du progrès. Ce sont, j'imagine, des réflexions de cet ordre qui vous ont incité, messieurs, à me permettre de prononcer devant vous, sans que le ciel me tombe sur la tête, sans que s'écroule cette coupole, sans que viennent m'arracher de mon fauteuil les ombres indignées de ceux qui nous ont précédés dans cette lignée conservatrice d'un patrimoine culturel où, fidèles à l'étymologie, nos pères semblent s'être livrés depuis toujours et tout seuls à une espèce d'équivalent masculin et paradoxal de la parthénogenèse, un mot inouï et prodigieusement singulier, Madame. Madame, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue, une espèce d'apax du vocabulaire académique, une révolution pacifique et vivante, et où vous constituez peut-être, à vous toute seule, un des événements les plus considérables d'une longue et glorieuse histoire. Je ne vous cacherai pas, madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. Nous vous aurions élu aussi, et peut-être, je l'avoue, plus aisément et plus vite, si vous étiez un homme, plutôt au ciel, que les hommes que nous avons choisis depuis 350 ans eussent tous l'immense talent de la femme que vous êtes. Ne voyez dans votre élection, qui n'est pas une mode de la tribu, aucun tribut à la mode. Ce serait faire hommage en vous au hasard de la naissance, ce serait faire injure en vous au mérite de l'écrivain. Nous n'avons pas voulu nous plier à je ne sais quelle vogue ou vague du féminisme régnant. Nous avons simplement cherché à être fidèles à notre vocation traditionnelle qui est de trouver, si faire se peut, dans les lettres françaises ce qu'il y a de meilleur, de plus digne et de plus durable. Avec vous, madame, nous y avons réussi. Votre discours dans notre jargon Votre discours dans notre jargon porte le nom de remerciement. C'est plutôt à nous de vous remercier, non pas de l'accident de votre sexe, mais de la fermeté de votre écriture et de la hauteur de votre pensée. Vous êtes un écrivain, et comme quelques autres substantifs ou adjectifs de la langue française, ministre, mannequin, sage-femme, qui hier encore n'avait pas de masculin, cocu, qui en dépit de trop d'abus n'a pas de féminin, ou grognon, le mot écrivain ne connaît pas de distinction de genre, il ne connaît, hélas, ou peut-être heureusement, que des différences de force, de talent et de style.
Je devrais peut-être ici, pour me plier aux règles d'un genre qui, en 3 siècles et demi, a fourni, il faut le reconnaître, assez peu de chefs-d'œuvre, rappeler les grandes lignes de votre existence et passer en revue vos ouvrages. Je m'en abstiendrai, si vous le permettez, et pour 2 raisons. D'abord parce que vous avez entrepris vous-même et que vous êtes en train d'achever dans les 3 volumes de votre labyrinthe du monde, Souvenirs pieux, Archives du Nord et Quoi, l'éternité, encore à paraître, le récit de votre vie et de ses antécédents. Ensuite, parce qu'il n'y a qu'un moyen de connaître un écrivain, c'est de lire ce qu'il a écrit. Nous ne manquons pas d'exemples où il n'y a que des avantages à s'abstenir de se plonger dans l'œuvre d'un académicien. Dans votre cas, au contraire, le mieux est encore de vous lire, c'est un plaisir dont il ne faut pas priver ceux qui ont le malheur ou le bonheur de ne pas être encore familiers de votre œuvre. Dans la grande querelle entre les partisans de Sainte-Beuve et ceux de Marcel Proust avec son contre Sainte-Beuve, je me range résolument du côté de l'auteur de « À la recherche du temps perdu ». L'anecdote, surtout celle qui se transfère en famille et que vous traitez vous-même de niaise, est peut-être pour l'écrivain un matériau utile et le point de départ d'un lent travail d'où surgira l'œuvre d'art. Elle n'est pas nécessaire à la connaissance que prend le lecteur du monument enfin achevé. La vie d'un écrivain n'est que le support d'une œuvre. Votre vie, à beaucoup d'égards, apparaît comme fortuite. Elle n'importe pas beaucoup, comme aurait dit votre père. Un romancier, à la limite, n'a pas besoin de biographie. Ses livres témoignent pour lui. Je ne vous connais d'ailleurs pas, madame. Et contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de ceux qui s'intéressent à la petite histoire de l'Académie, jusqu'à ces tout derniers jours, je ne vous avais jamais rencontré. Je ne pourrais pas ajouter grand-chose à ce que vous racontez vous-même, et pourtant, je sais tout de vous, puisque je vous ai lu. Et chacun n'a qu'à vous lire pour savoir tout, ou presque tout de vous, et pour découvrir avec émerveillement que vous prenez place avec éclat dans l'édifice fragile, précieux, immense de cette littérature française que nous avons pour mission, dans la mesure de nos forces, de défendre et d'illustrer. Ce que nous pouvons faire ensemble pendant quelques minutes, c'est d'essayer de déterminer quelle est votre situation de cet ensemble majestueux et menacé, comme toutes les œuvres des hommes, par l'indifférence, par l'ignorance, par l'oubli, en un mot, par la barbarie. Chacun sait que Proust est tenté par le temps, par le souvenir, par l'amour comme désespoir et comme torture réciproque, que le surréalisme et le communisme se succèdent chez Aragon, que la fidélité à la tradition et l'intelligence du monde moderne se disputent Chateaubriand, que Jules Romain se confond avec l'unanimisme, que Paul Morand est le fils du jazz, de la vitesse, des voyages autour du monde, du culte de l'image et du cabriolet décapotable, que Claudel est l'explosion superbe et presque monstrueuse d'une force brute et sainte, que Monterland, c'est l'alternance, les taureaux, la chevalerie du néant, la Rome antique, le charme fier de l'enfance, que l'intelligence nerveuse d'un Malraux s'établit à un carrefour où passent des statues khmères, le sourire de l'ange de Reims, les révolutions d'Espagne ou de Chine et la haute stature du général de Gaulle, que la ferveur des extrêmes et de toutes les libérations touche un André Gide. Mais vous, madame, où vous situez-vous? Je ne suis pas tout à fait sûr que beaucoup de vos admirateurs eux-mêmes pourraient répondre à cette question. Malgré les prestiges de tant d'ouvrages, des romans, des nouvelles, des essais, des traductions, des pièces de théâtre, des poèmes, malgré la radio et la télévision, malgré les meutes de journalistes et des interviews souvent remarquables, mais qui renseignent plutôt sur les opinions de l'auteur et sur sa vie que sur son œuvre, malgré la diffusion de ses livres et surtout des mémoires d'Adrien dans presque toutes les langues du monde,